Alexandra Rossi, je suis l'auteure du roman historique Le sous-marin de Bonaparte. Et donc je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter quelques aspects des inventions militaires sous Napoléon Bonaparte. Je suis ingénieure de formation, en fait je suis ingénieure en aéronautique, je ne suis pas historienne mais c'est une passion, donc j'ai plutôt un bagage technique. Et je suis passionnée par les inventions parce qu'en fait mon métier c'est d'être ingénieur conseil en brevet, c'est-à-dire que j'assiste les inventeurs pour rédiger leurs brevets d'invention et ainsi les défendre quand on a besoin devant les offices nationaux. C'est un parcours un peu compliqué comme toute chose juridique. Et également lorsqu'ils ont des problèmes de contrefaçon, je les assiste également. C'est un peu à mi-chemin entre un ingénieur et un avocat. Tout naturellement, avec ma passion donc, de l'histoire et en étant ingénieur spécialisé dans les inventions, ça m'est venu assez naturellement d'écrire des romans historiques sur des aspects d'invention. En deux mots, un peu le plan de cette conférence, je vais essayer de suivre un petit peu l'ordre chronologique. Donc on va commencer un peu avec l'expédition d'Égypte. Ensuite, on va passer à la période consulat, ensuite la période, donc l'Empire, et ensuite on terminera un petit peu sur d'autres aspects, également à l'étranger. On ne va pas uniquement faire je vais pas uniquement parler des inventions dans le cadre des guerres napoléoniennes, je vais essayer d'élargir un petit peu le spectre, en vous parlant un peu des États-Unis, en vous parlant d'autres aspects, mais pour illustrer un peu les inventions militaires donc sur la période un peu 1795-1815. C'est un peu cette période de 20 ans où on est un peu à une charnière entre la guerre un peu ancienne et la guerre moderne. Et on va beaucoup parler évidemment de marine, puisque évidemment mon livre c'est le sous-marin de Bonaparte. Donc on va parler de navires militaires, on va parler de sous-marins. Alors on va commencer avec une invention qui, sans être militaire, a quand même beaucoup d'utilité. Alors ce n'est pas le pirate Barbe Noire de l'expédition d'Égypte, non, il s'agit de Nicolas-Jacques Conté. Et en fait, la première invention dont je vais vous parler pendant la période napoléonienne, eh bien, c'est le crayon à mine graphite. En fait, Nicolas-Jacques Conté était un ingénieur qui a été appelé pendant l'expédition d'Égypte. Il était aérostier, c'est-à-dire il s'occupait des montgolfières, il était également chimiste. Et en fait, en 1795, il a mis au point, il était chimiste, donc il a mis au point une nouvelle formulation pour ce qu'on appelle maintenant le crayon de bois ou la mine graphite. Et donc là à gauche, je vous ai mis son brevet, donc, qui a été déposé le 12 pluviose en 3, donc pour notre calendrier moderne, le 3 janvier 1795. Donc ça prédate un petit peu de l'époque napoléonienne, mais comme ça a été utilisé dans l'expédition d'Égypte. Donc en fait, pourquoi donc Nicolas-Jacques Conté, ce sont bien évidemment encore les crayons qu'on connaît aujourd'hui, la marque Conté, qui subsiste encore. D'ailleurs, voilà, j'ai fait Conté à Paris, et donc d'ailleurs la photo pour des histoires de copyright, puisque je suis conseiller en propriété industrielle, j'aurais dû mettre copyright d'ailleurs. Donc j'ai repris ça sur le site de la manufacture Conté, donc qui date de cette époque, 1795. Alors Nicolas-Jacques Conté, en fait, comme un peu toutes les inventions de l'époque, ça a été très lié à la politique, puisque il a créé sa formulation qui était en fait un mélange de graphite et d'argile. En fait, c'était à cause du blocus qu'il y avait entre la France et l'Angleterre. En fait, l'Angleterre, on importait beaucoup ce qu'on appelait à l'époque de la plombagite. On pensait que ça venait du plomb, en fait, le graphite, à l'époque. Donc on faisait une importation de la plombagite, c'était du graphite pur, mais il y a eu un embargo, donc le blocus, donc on ne pouvait pas en importer autant que l'on souhaitait. Donc Nicolas-Jacques Conté a inventé une nouvelle formulation en mélangeant avec de l'argile, et ça rendait en plus l'écriture plus simple. Et donc il a inventé cette formulation et qui a fait son succès, puisque en fait en un an il a monté sa manufacture à Paris, et en un an seulement il a lancé le crayon tel qu'on le connaît maintenant. Et les savants de l'expédition d'Égypte ont commencé, c'était là qu'on a commencé à utiliser les crayons, en plus des fusains, etc. Donc certains des croquis des pyramides, de l'obélisque, etc. ont été faits un peu en partie avec les crayons de la manufacture de Nicolas-Jacques Conté. Alors dans mon roman, donc, le début on commence à l'expédition d'Égypte, et je raconte un petit peu ces aspects au travers d'un des ingénieurs fictifs qui lui
participe à cette expédition et va avoir des idées un peu farfelues pour l'époque, va faire quelques inventions et se faire remarquer par Bonaparte pour ensuite travailler sur un autre projet, le fameux sous-marin. Alors, l'histoire du sous-marin, il faut quand même que j'en parle, c'est le sujet de mon livre. Donc, le sous-marin de Bonaparte. Alors, comme a dit Jean Tullard, qui me fait la gentillesse et l'honneur de me faire la préface, il m'a dit c'est un titre étonnant, mais nullement anachronique, puisqu'il y a vraiment eu un sous-marin. Alors, cette anecdote est connue des spécialistes, je sais, il y en a qui sont au premier rang. En fait, voilà, comment ça s'est passé, cette histoire de sous-marin. En fait, c'est un peu l'histoire aussi d'un inventeur américain qui s'appelait Robert Fulton, qui était de passage à Paris. En fait, il était un peu autodidacte, comme beaucoup des inventeurs à l'époque. Il était un peu touche-à-tout. Il était un peu peintre, il gravait le cuir, il avait beaucoup d'idées, ce Fulton. Certains disaient qu'il était un peu extravagant et pas forcément très crédible. Il a eu l'idée donc de proposer à Bonaparte, qui était alors premier consul, donc c'est en 1800, un sous-marin. Donc là, c'est la maquette que l'on retrouve à la Cité de la Mer de Cherbourg, donc qui a été faite en taille réelle. Là, donc ça faisait à peu près, vous voyez un peu l'idée, ça faisait à peu près entre 5 et 10 mètres de long, c'était pas très très... Et ça pouvait, donc l'idée évidemment, la façon dont Fulton a présenté ça à Bonaparte, c'était évidemment pour envahir l'Angleterre. Ça semble logique, donc on voulait couler les navires britanniques par le fond. Donc vous voyez, c'est quand même pas... Bon, alors tout est en bois, ça fait un peu Jules Verne, ça fait un peu steampunk comme on dirait maintenant. Mais l'idée était quand même assez novatrice pour l'époque, parce qu'on vraiment voulait l'utiliser à des fins militaires. Alors Fulton est donc allé voir le directoire, puisque à l'époque Bonaparte était premier consul, et donc il va voir le gouvernement, donc il va voir Pierre-Alexandre Louis Forfait, ou Pierre-Louis Alexandre Forfait, attendez, je ne sais plus, le pauvre avait 3 prénoms, qui était à l'époque au ministère de la Marine, et pour le convaincre, alors il arrive et lui dit, voilà, j'ai une machine révolutionnaire qui pourrait évidemment vous permettre de réduire l'ennemi anglais à néant. Et donc il a fait quand même des tests dans la Seine. Il est descendu lui-même, donc il voulait montrer la faisabilité de sa machine, il est descendu lui-même, ils sont restés quelques minutes sous l'eau et ils ont réapparu. Donc pour les badauds parisiens, c'était assez amusant et surtout ça démontrait les capacités de la machine. Alors évidemment dans la Seine, ils n'ont pas essayé de faire des explosions, hein. Ils ont essayé plus tard, mais ça vient. Donc voilà, donc ça a convaincu le Forfait, donc du ministère de la Marine de l'époque. Et donc le directoire a décidé de financer les essais de Fulton. Et donc il a commencé à faire des essais donc, à Cherbourg, c'est pour ça d'ailleurs que la maquette est à la Cité de la Mer de Cherbourg, il a commencé à faire des essais. Et il y avait quelques petits soucis quand même, il y avait quelques petits soucis d'étanchéité. Mais enfin bon, Fulton était très convaincant, d'ailleurs je crois que j'ai mis son portrait, voilà, là. Voilà, il était assez pas mal de sa personne, il était jeune, il était séduisant, il était très beau parleur, donc il arrivait tant bien que mal à convaincre le gouvernement à chaque fois de lui refaire une rallonge, bien que les essais aient été pas très concluants. Donc là, vous voyez un petit peu, d'ailleurs, comment ça... Donc ça, c'est donc un croquis de l'engin, vous voyez les manivelles, vous voyez les lisses, c'est pas très très compliqué, hein, mais bon, voilà, c'était l'idée. Et donc voilà, donc Fulton fait ses essais, et puis finalement, fatalement, on s'aperçoit que en pratique, c'est très difficile à utiliser. Et puis en plus, Fulton lui-même s'est un peu désintéressé de la chose. Il a plus ou moins laissé son sous-marin à l'abandon à Cherbourg dans une rade, et finalement, le gouvernement français a dit « c'est bon, on arrête les frais, ça ne va pas marcher votre affaire ». Et donc, ils ont arrêté de financer le projet, parce que ça ne fonctionnait pas. Alors, on lit ça ou là dans les articles, etc. On disait « Ah, mais Bonaparte, mais quel imbécile, avec le sous-marin, il aurait gagné. Non, il n'a pas... » On dit, ou alors « Ah, il n'y a pas cru, parce qu'il y en a qui disaient que c'était déloyal de se battre de cette façon. » Bon, non, en fait, c'est que ça ne fonctionnait pas. Hein. Il faut être un peu relativiser un petit peu quand on dit toujours « Ah, Bonaparte, il n'a pas été très malin sur ce coup-là. » Non, honnêtement, ils ont financé, ils ont fait des essais, malheureusement ça n'a pas fonctionné, c'était pas très réaliste.
Mais alors dans mon roman, moi j'imagine que c'est l'objet du roman, c'est pour ça que c'est un roman et non pas une chronique ou un essai. J'imagine en fait que Bonaparte repère donc un ingénieur dans l'expédition d'Égypte qui lui va réussir à faire un sous-marin qui va à peu près fonctionner dans des conditions un peu particulières que j'expose dans le roman, avec les techniques de l'époque. Donc j'essaie d'imaginer un petit peu à la Jules Verne, entre guillemets, hein, j'ose pas me comparer, mais encore que... Alors Bruno Fulini, qui a fait la postface, a parlé un petit peu de Jules Verne, du Chrony, parce que c'est un peu qu'est-ce qui serait passé s'il y avait eu un sous-marin à l'époque. Donc j'essaie d'imaginer comment, avec les techniques de l'époque, on pourrait faire quelque chose d'un peu plus réaliste, qui aurait pu fonctionner dans certaines circonstances. Alors l'histoire de Fulton ne s'arrête pas là. Ah oui, alors j'ai oublié quand même un point important. Est-ce que vous savez comment s'appelait le sous-marin de Fulton? Je ne sais pas, vous avez dû le voir sur le slide tout à l'heure. Il s'appelait le Nautilus. Ça vous rappelle quelque chose? Alors vous vous dites, c'est une sacrée coïncidence avec un certain roman d'un certain Jules V. Eh bien en fait, Jules Verne, quand il a fait 20 milieux sous les mers, il connaissait l'histoire de Fulton. Donc il n'a pas... On dit souvent, ah Jules Verne, quel visionnaire, etc. Non, il était très... Jules Verne, c'était un passionné de science, il regardait un petit peu tout ce qui s'était fait et il était très érudit. Et en fait, il a vu cette histoire de Fulton, il en avait entendu parler, et donc en fait, pour lui rendre hommage, il a appelé le sous-marin du capitaine Nemo le Nautilus. Donc en fait, c'est un peu l'anecdote. Si vous voyez le Nautilus, en fait, ça n'est pas la paternité de Jules Verne, en fait, il a voulu faire ce qu'on appelle maintenant un hommage, et donc c'était donc bien le sous-marin de Fulton qui s'appelait le Nautilus. Alors, donc l'histoire de Fulton ne s'arrête pas là, donc tant qu'on reste dans les inventions, parce qu'il était assez prolifique. Parce qu'en fait, Fulton, donc, une fois qu'il a proposé son sous-marin, il a empoché l'argent du ministère. Alors, il ne s'est pas démonté, parce qu'en fait, il avait un autre projet. En fait, il a rencontré un compatriote qui s'appelait Livingston. Il avait un compatriote à lui à Paris, et donc il avait un projet, c'était un projet de faire des navires à vapeur. Vous voyez les navires à vapeur sur le Mississippi, vous voyez, ça n'existait pas encore à l'époque. Et donc il a fait un partenariat donc, avec son compatriote pour lancer une ligne de navires à vapeur sur la rivière Hudson, donc la rivière de New York, entre New York et Albany. Donc il avait ce projet, donc il a demandé avec son compatriote investisseur d'avoir la concession pour pouvoir lancer cette ligne de navire à vapeur. Donc en fait le sous-marin c'était un petit peu son piédestal, enfin sa première marche, c'était aussi pour récupérer des fonds pour pouvoir lancer son projet futur c'était à sa terre natale des États-Unis. Donc en fait, Fulton ne s'est pas démonté, bien malgré. Alors on l'a un peu chassé à coups de pied, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on lui a dit vous êtes fichus de nous, vous avez poché notre argent, et puis finalement votre arme elle ne marche même pas. Mais bon, le projet des mines sous-marines était quand même relativement intéressant, donc Fulton ne s'est pas démonté, il s'est dit ah bah si les Français ça leur va pas, bah, écoutez je vais aller voir le camp d'en face. Donc il allait voir les Anglais. Non, c'est pas une blague. Hein. Il est allé voir les Anglais. Et pareil, il leur a fait le même discours, ah ben, j'ai une arme révolutionnaire, j'ai des mines sous-marines, et donc il est allé voir le cabinet de Pitt le Jeune, donc, qui était le Premier ministre à l'époque, et donc il leur a un peu vendu la même salade, si je puis m'exprimer ainsi, et donc il a essayé de leur vendre les mines sous-marines. Le gouvernement anglais a aussi marché, ils lui ont donné un peu d'argent, enfin même pas mal d'argent. Et puis à la fin, ils se sont aperçus, eux aussi, que finalement ça ne marchait pas. Et donc, alors Fulton a quand même empoché l'argent, ça lui a permis d'avoir des fonds pour démarrer son entreprise. Et donc avec son associé, il est retourné aux États-Unis quelques années plus tard, et donc il a lancé sa... Ah oui, pardon, j'ai oublié de dire, d'abord il a encore fait des essais dans la Seine. Donc à peu près, là vous voyez là, le quartier, le quai, là c'est le quai là où à peu près il a fait ses essais de nos jours. Et donc là, il y a une plaque commémorative où il a fait ses essais de navires à vapeur. Donc là, bon, je ne sais pas où vous pouvez lire, mais je vous la lis. Alors c'est parce que c'est assez drôle les formulations. À cet emplacement du quai dit des bons hommes, l'ingénieur américain Robert Fulton présenta le 21 Thermidor de l'an 9 août 1803,
aux citoyens Bossu, Carnot, Prony et Volnay, son chariot d'eau mu par le feu, c'est classe, qui effectua sur la Seine ses premières évolutions. Donc c'était le fameux chariot d'eau mu par le feu, c'était son premier prototype de navire à vapeur qu'il allait ensuite exporter et ramener chez lui aux États-Unis. Alors là encore, Fulton n'était pas le premier. Il y a eu un autre précurseur au niveau des navires à vapeur. Il y avait un Français, j'ai oublié son nom, excusez-moi, un marquis qui avait sur le canal du Midi dépensé toute sa fortune pour essayer de faire un navire à vapeur. Malheureusement, le pauvre, il était un peu trop en avance sur son temps, et donc il a dépensé toute sa fortune, il a terminé dans la misère, le pauvre, et il n'a pas réussi à faire quelque chose de fonctionnel. Donc quand je vous disais que ça n'est pas forcément le précurseur qui récupère les fruits de son invention, et bien là c'est tout à fait le cas. Fulton, lui, il n'a pas vraiment inventé le concept de faire un navire à vapeur, mais ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à réunir les meilleures techniques de son temps pour réussir à en faire un succès commercial. Donc il est allé voir les machines de Boulton et Watts en Angleterre, il a récupéré une bonne machine à vapeur de bonne qualité, il faisait une isolation en briques sur le pont pour éviter évidemment qu'il y ait des accidents avec la machine à vapeur. Il a réfléchi, il a fait les bons calculs pour avoir la cheminée de la bonne hauteur. Et puis surtout, il a fait un plan commercial. Il avait imaginé combien ça devait lui coûter en charbon, en hommes, etc. Par rapport au prix du billet pour faire la jonction entre New York et Albany, qui à l'époque, ça allait beaucoup plus vite de remonter le fleuve ou de le descendre, ça allait beaucoup plus vite qu'évidemment de prendre le cheval, etc. Parce qu'évidemment, aux États-Unis, maintenant on a du mal à l'imaginer, mais c'était très sauvage. Il n'y avait rien. Washington, c'était une bourgade par rapport à Paris, c'était ridicule. Ou même New York, c'était un ramassis, il y avait plein tout était encore en temporaire, c'était la ville nouvelle, c'était là où arrivaient tous les immigrés qui essayaient de faire fortune, mais c'était un peu le chaos là-bas. Et donc, un navire à vapeur, ça permet, l'idée de Fulton, c'était d'avoir quelque chose d'accessible quand même relativement à toutes les bourses. Et donc, il a fait ce calcul commercial, il a eu cette concession, il a réussi à rassembler tous les meilleurs éléments, il a réussi à avoir ce navire à vapeur, donc il a baptisé le Clermont, ça c'était le premier en 1807. Ensuite, il en a eu d'autres, il avait une flotte, il en avait 4 ou 5. Alors, ce qui était amusant, quand il a fait le test, donc il a dit, comme on peut faire aujourd'hui, on fait une croisière entre guillemets inaugurale. Donc il a dit, écoutez, le premier voyage sera gratuit. À votre avis, combien de gens ont voulu y aller? Personne. Personne n'a voulu y aller. Ils se sont dit, ça va exploser, on va mourir, etc. Donc le pauvre Fulton, il y allait avec son mécano tout seul, et puis bon, comme il est revenu sain et sauf, les gens se sont dit, ça va, c'est safe. Donc finalement, et ça a rencontré un succès commercial assez immense pour l'époque. Et Fulton est donc devenu très riche. Et maintenant, de nos jours aux États-Unis, vous avez beaucoup de villes, de comtés qui sont baptisées au nom de Fulton. Parce que c'était parmi les pionniers qui ont fait les États-Unis aujourd'hui. Il fallait trouver des héros un peu aussi, puisque c'était une toute jeune nation. Il fallait trouver des héros, et Fulton est devenu assez rapidement un héros parce qu'il a fait un succès commercial, il a fait une invention. Et alors ensuite, il a eu encore d'autres péripéties, mais je vais peut-être passer à d'autres inventions, je vais peut-être passer à d'autres choses que Fulton, mais il a aussi inventé le premier navire blindé qui a été utilisé dans la guerre anglo-américaine de 1815. Voilà, donc ça c'était un peu l'histoire de Fulton. Et alors le pauvre, pour savoir comment il a terminé, c'était encore une histoire liée aux inventions, puisque c'était lié aux brevets. En fait, Fulton a essayé évidemment de déposer des brevets aux États-Unis. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, aux États-Unis, donc il y a l'Office américain des brevets, comme ici en France, on a l'Institut national de la propriété intellectuelle, et aux États-Unis, on a l'Office américain des brevets. Et alors, un très célèbre examinateur de brevets était Thomas Jefferson. En fait, Jefferson était passionné des inventions, il était passionné par les brevets, et c'est lui, alors outre le fait qu'il a été un des rédacteurs de la Constitution, il était aussi très intéressé par la législation sur les brevets. Et d'ailleurs, en fait, il ne croyait pas du tout aux brevets, en fait, Jefferson. Lui, il pensait que c'était une entrave aux inventions. Parce qu'il disait, ah bah oui, mais ça crée un monopole. À l'époque, on était côté
pas vraiment pour l'État, il n'était pas pour un État très fort, Jefferson, il était plutôt pour le libre commerce, la libre entreprise, un peu comme les républicains aujourd'hui, c'est plus dans cet esprit. Et donc lui, il ne croyait pas du tout au brevet, il pensait que c'était une entrave au libre marché. Mais pour autant, il était quand même intéressé par les brevets, donc il essayait d'assouplir la législation. Alors maintenant, elle est beaucoup plus compliquée. Et donc, le Fulton, pourquoi je parle de brevet? Donc, il était de retour à l'Office américain des brevets, où il essayait de défendre pour la xème fois un brevet sur ses navires à vapeur. On lui disait, en fait, c'était pas très inventif, parce que, en fait, le concept, il a juxtaposé des éléments un peu connus, et donc, c'était pas vraiment une invention toute nouvelle, en fait, puisque le génie de Fulton, en fait, c'est vraiment, comme je disais, c'est d'avoir juxtaposé les éléments qui marchent bien et d'en avoir fait un succès commercial. Donc il est revenu de l'Office américain des brevets, et sur le chemin du retour, c'était l'hiver, il faisait froid. Il était avec un ami, et il marchait un peu le long d'une rivière, et malheureusement, son ami est tombé dans la rivière, qui était à moitié gelée, en fait. La glace s'est rompue sous ses pieds. Et le pauvre Fulton est allé aider son ami, c'était un bon ami, il était courageux et secourable, il l'a récupéré dans l'eau et en fait ça l'a perdu, puisque le pauvre Fulton a attrapé une pneumonie et à l'époque la pneumonie c'était pas terrible et donc le pauvre en est mort. Et alors en son honneur, puisqu'il avait fait ensuite les navires blindés, on a appelé aussi un des navires de la marine américaine, l'USS Fulton. Donc voilà, il a quand même eu outre le sous-marin, il a quand même eu sa notoriété. Excusez-moi. Oui. Pourquoi le premier navire a été appelé clairement le Nautilus? Bon, on comprend. Oui. Parce que c'était je crois que c'était la ville dont il venait. Je vous dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'était Alors, si je passe encore un petit peu sur les États-Unis, si ça vous va. Une autre invention dont je parle, enfin c'est pas vraiment une invention, mais autre chose dont je parle dans mon livre, en fait, vous avez compris qu'il y a un peu une partie avec les États-Unis, puisqu'il y a Robert Fulton qui est un personnage, c'est pas le héros du roman, mais c'est un personnage important, puisqu'il a mené, et c'est lui qui a commencé cette histoire de sous-marin. Parce que dans mon livre, en fait, je parle de la guerre des États-Unis contre les États barbaresques. Les États barbaresques, maintenant on appelle ça, maintenant c'est la Libye en fait. Enfin, il y avait aussi l'Algérie, la Tunisie, mais essentiellement il y a eu la guerre, en fait on appelle ça aussi la guerre contre Tripoli. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais à l'époque, les États-Unis étant donc une toute jeune nation, je ne sais pas où est-ce que j'en suis au niveau du temps, je suis désolée, si on est peut-être encore dans les temps. Les États-Unis étaient une toute jeune nation et faisaient du commerce évidemment avec l'Europe, puisqu'il fallait bien avoir des ressources qu'ils ne trouvaient pas aux États-Unis. Et en fait, en Europe, dans la Méditerranée, sévissaient ce qu'on appelait les pirates barbaresques, la fille de barbarie en fait, c'est parce que ça vient des États barbaresques, qui rançonnaient un petit peu les navires marchands et notamment tout particulièrement les navires américains. Alors pourquoi ils se gobergeaient un peu, ils demandaient même des tribus aux États-Unis pour pouvoir les laisser passer en Méditerranée. Parce qu'en fait, donc ces navires, ces pirates barbaresques arrivaient avec des petits esquifs assez très rapides. Ils arrivaient à rançonner les navires marchands des Américains qui n'étaient pas très protégés, puisqu'il y avait très peu de marine aux États-Unis. L'US Navy n'existait pas. Et en revanche, les pirates barbaresques ne s'attaquaient pas vraiment aux navires anglais et français ou même espagnols, parce qu'en fait leur marine était trop puissante. Et donc en fait les pirates barbaresques, un peu comme la meute de loups, on s'attaque aux plus faibles. Et les États-Unis à l'époque, c'était la nation quasiment la plus faible. C'était une toute jeune nation, ils n'avaient aucun allié, ni les Français ni les Anglais ne voulaient protéger leurs navires. Et donc les pirates barbaresques s'en donnaient à cœur joie et les rançonnaient, les prenaient en otage, leur demandaient un tribut exorbitant pour pouvoir les autoriser à passer dans la Méditerranée et permettre le commerce. Et donc les États-Unis, au bout d'un moment, en ont eu un peu assez, et notamment Jefferson, qui était le président à l'époque, a lancé en fait l'US Navy. C'est-à-dire il a lancé la construction de frégates. Alors vous en voyez une ici, l'USS Constitution. Alors c'est la vraie frégate qui a été conservée jusqu'à nos jours. Là c'est à Boston en fait. Donc qui a été construite en 1797.
Et donc c'était un des premiers navires de l'US Navy. C'est Jefferson qui a lancé l'US Navy. Et donc en lançant 6 frégates qui étaient des bijoux de technologie pour l'époque, très rapides, très résistantes en fait, grâce à un peu une ressource naturelle aux États-Unis qui est le bois de chêne de Virginie. Il y a une très bonne émission d'ailleurs sur Arte sur les pirates, je vous invite à la regarder peut-être en replay ou quelque chose qui parle également de ça. En fait, ce bois de Virginie, il avait une structure très particulière du bois en fait naturellement, et puis aussi la façon dont on assemblait les planches, ça permettait ça rendait, alors d'abord le bois était quasiment putrescible, mais en plus ça permettait quasiment de faire rebondir, c'était très dur, ça permettait de faire rebondir quasiment les boulets de canon, et c'était donc très résistant, et pour l'époque c'était un peu la Rolls de la frégate. Donc c'était un peu une invention, ça fait partie de l'attrait militaire des États-Unis, donc ils sont lancés cette flotte, et ils l'ont utilisée ensuite pour la guerre contre Tripoli. Donc voilà, la guerre contre la Libye, ça avait déjà commencé il y a 200 ans. Certains, après, voilà, il y avait déjà à l'époque, alors c'était... c'est très troublant en fait, quand on y pense, c'est très troublant. Parce qu'il y avait déjà un dictateur à l'époque, alors il s'appelait pas Kadhafi, mais il s'appelait... son nom m'échappe, mais... comment ça s'appelait bref, peu importe, son nom m'échappe, mais j'en parle un petit peu dans le livre. C'est pareil, il y avait un dictateur en fait qui terrorisait sa population, et donc leur seule ressource en fait, c'était de faire la course et de piller les navires. Ils n'avaient pas de ressources, et en plus forcément, alors c'était un peu l'engrenage, parce qu'évidemment comme ils pillaient les navires, personne ne voulait commercer avec eux, et donc c'était leur seul ressort, c'était la piraterie, et donc le dictateur exerçait le pouvoir d'une main de fer, et donc il forçait ces hommes à aller faire de la piraterie. Alors il y avait aussi des Turcs, des aventuriers qui voulaient être pirates, qui voulaient être un peu les raïs, comme on dit maintenant, comme Kadhafi, le raïs, qui voulaient arraisonner les navires européens. Et donc il y a eu tout un trafic, il y avait même des trafics d'esclaves. Enfin bon, c'est assez troublant 200 ans après de se dire qu'il y avait déjà des problèmes de dictature. Enfin bon, l'histoire entre les États-Unis et la Libye, finalement c'est assez ancien et c'est assez troublant. Alors on a beaucoup parlé des États-Unis, mais alors maintenant on va revenir un petit peu sur l'Angleterre et la France aussi. On va parler d'autres inventions qui ont été utilisées dans les guerres napoléoniennes et aussi en Inde. Donc vous avez William Congreve qui était donc qui est là à droite dans une peinture à son honneur là. Donc en fait William Congreve, alors là c'est encore un inventeur qui en était un, mais pas tout à fait. Parce que en fait, donc c'est l'inventeur des fusées dites de Congreve. En fait, ce sont des fusées incendiaires. Et donc ce sont des fusées qui, un peu comme des... Le meilleur parallèle qu'on puisse faire, c'est peut-être un peu comme les fusées, vous savez, dans les feux d'artifice. Ça peut faire penser à ces lances comme ça, dans les feux d'artifice un peu chinois, ou ce genre de choses. Et donc vous aviez, dans cette espèce d'ogive, vous aviez de la poudre, et puis sur une lance en bois, alors il y a différentes catégories, différents poids, on ne va pas rentrer dans les détails, mais l'idée en fait c'était de... Alors ça allait quand même assez loin, celle qui pouvait aller plus loin, elle pouvait presque aller jusqu'à 1 kilomètre, ça allait très loin, mais en fait ça n'était pas, donc c'était des fusées dites incendiaires, c'est-à-dire tout ce qu'elles touchaient s'embrasait. Alors ça n'était pas une arme comme un canon ou comme une artillerie, c'était pas vraiment à des fins, pour faire des dégâts. C'était une arme très psychologique. En fait c'était une arme, quand vous la lanciez, d'abord c'est impressionnant, il y avait du feu, et c'est surtout dès que ça touchait l'ennemi, tout s'embrasait, donc c'était bien par exemple pour les sièges, et il y avait un facteur psychologique parce que puisque vous étiez embrasé, vous aviez les soldats qui étaient embrasés, c'est très impressionnant, vous voyez quelqu'un qui prend feu devant vous quand même, ça fait un peu peur, et donc ça semait la panique dans les rangs et surtout dans les villes quand vous aviez tous les bâtiments qui s'embrasaient, donc c'était très psychologique. Et pourquoi alors je disais que Congreve n'était pas vraiment l'inventeur, et bien en fait c'est parce qu'il a un peu piqué l'idée aux Indiens. En fait, aux Indiens d'Inde, pas les Indiens d'Amérique, comme on parlait des États-Unis tout à l'heure.
En fait, les Anglais avaient été très touchés psychologiquement par les armes du royaume de Mysore. Donc c'est un royaume qui n'existe plus, mais qui est maintenant dans les Indes. Et ce peuple de Mysore utilisait un système très similaire de fusées incendiaires qui faisaient des ravages auprès des troupes britanniques, mais là encore, comme je disais, vraiment plus pour des raisons psychologiques. Parce que ça faisait, voilà, voir les gens s'embraser devant soi, c'était très, très impressionnant. Et donc, comme les Anglais étaient quand même assez peu nombreux en Inde, bien qu'ils avaient un peu la supériorité militaire, puisqu'ils avaient l'artillerie, les canons, etc., ça a quand même fait des ravages, surtout que le royaume de Mysore, c'était un endroit où il y avait beaucoup de forêts, et donc évidemment tout s'embrasait, et c'était très difficile de se prémunir contre ce genre d'armes. C'était un peu une arme un peu de guérilla, un peu comme, voilà, vous pouviez imaginer je sais pas, un peu la guerre du Vietnam dans les guérillas, dans la jungle, vous aviez, voilà, il n'y avait pas besoin de beaucoup, quand vous connaissez bien le terrain et que vous êtes face à des gens qui ne sont pas habitués à ce terrain ni aux armes qu'on peut mettre face à vous, ça faisait, psychologiquement, c'était très dévastateur. Donc William Congreve a eu cette idée d'améliorer les fusées du royaume de Mysore. Donc ce qu'il a fait, donc il a rendu ça un peu plus aérodynamique, donc il a fait des ogives un peu plus effilées. Il a optimisé un peu la longueur par rapport à la charge de poudre. Et donc, ils ont utilisé ça pour faire des sièges et dans certaines batailles, dans certaines batailles napoléoniennes, et je crois qu'ils s'en sont servis même à Lisbonne pour assiéger. Donc, c'était à des fins psychologiques. Au début de la bataille, vous envoyez ça pour un peu impressionner l'ennemi, et ensuite vous envoyez la vraie artillerie. Voilà, donc c'était une des inventions qui a été utilisée à l'époque. Alors j'en parle un peu à la fin du roman, sans trop vous dévoiler l'intrigue. Voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup les inventions, le Moyen-Âge. C'est pour ça que mais je suis ravie d'avoir des auditeurs qui soient aussi spécialistes. Ça enrichit bien la conférence. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté. Merci à vous. Et je note c'était la première fois que je faisais cette conférence, comme je faisais avant j'avais fait l'âme de Damas, et donc c'est la première fois, donc je vous remercie de l'avoir enrichi, comme ça je peux l'améliorer et l'enrichir pour de prochaines fois. En tout cas, je vous remercie de votre attention, et je dédicace en bas si ça vous intéresse. Si finalement je vous ai convaincu, quand même, il faut être un peu commercial, je fais comme Pierre-Jean Chalençon, je vote pour ma paroisse.